Ah, ça commence là. Mon téléphone, il n'y a plus l'heure de l'heure, si je fais la connexion pendant 1 heure. C'est en train d'enregistrer là Ah oui, c'était en train. La vidéo. Oui. On est en train d'enregistrer. Allez, est-ce que j'envoie un chat en mode. Bah, je sais pas s'ils sont. Attends, on capterait un stick quand même. Vous êtes là? Bonjour, vous êtes là? C'est bien. Ah, Du monde qui arrive. ça marche. Bonjour. 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 Ah, j'entends, c'est bien. Super. Attends, je me rapproche un peu. Oui, donc. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très Est-ce bien. que vous m'entendez déjà? On attend encore du monde? Moi aussi. Je crois qu'il y a Antoine qui vient aussi. Il sera 3 de notre côté, je crois. D'accord. Oui, il y a un troisième. Alors vous êtes totalement figé au niveau de la caméra, mais c'est pas extrêmement grave tant qu'on vous entend bien. Qu'est-ce que je peux faire? Chez moi, je crois que ça va. Ah bon? Ah non, bah alors c'est peut-être de mon côté. C'est bon? Ah, il y a Antoine qui est censé être présent, mais qui n'est pas présent. Il demande si on l'entend, mais non, on l'entend pas. Non, on attend la connexion. Ouais. Antoine ne voit pas, donc je sais pas. En fait, il y a un 4e écran là avec marqué plus waiting for connection. J'imagine que J'ai c'est l'impression que c'est Antoine. lui. Mais... Ah, Oui. Ah, bah il n'y a plus de 4e écran. on attend encore un peu. Ça n'a pas l'air très fonctionnel là. Je vais envoyer une... Il n'y a pas de conversation, on attend. Non, je pense qu'on va l'attendre un peu avant. Ouais. Ouais, si vous avez un tout petit peu de temps, le temps qu'on règle Oui. les choses. Pas de soucis. Sinon, on va commencer ce qu'on veut. Bon, après, j'ai fait une visio avec lui il y a pas plus d'une demi-heure et ça marchait. Donc... Mais pas sur Jitsi par contre. Quoi la vidéo? Ah, j'entends que ça va marcher. Ah, voilà. Nous, on n'a pas encore. Mais. Je sais pas l'écho, mais peut-être que je mets un casque, je sais pas. Ouais, c'est peut-être moi aussi, parce que j'ai des ressentis de casque. Ah bah nous, on n'a Tout à pas l'heure, ça. j'ai eu un problème avec Ah, mon casque. Antoine. Non. Ça faisait des échos. Vous m'entendiez plus après, mais... Je vais quand même tester, puis vous me dire. Tout le monde est arrivé là, c'est bon?
sais pas si Ouais. nous on ne voit pas la troisième personne, mais Ah. Bah, vous n'entendez pas Antoine? là non, on n'entend pas. Est-ce que lui il nous entend? Je sais pas. Ah, c'est incroyable. En fait, nous, Baptiste et moi, on entend, on vous voit des deux côtés, mais vous voyez pas. Nous on se voit, mais on voit pas la troisième C'est personne. ça. Mais c'est pas grave. Après si Ok. Bon, Bon. ça marche c'est comme A. ça. Hein. C'est parti. Non, mais c'est vrai, il est en train d'essayer de se reconnecter. Parce que si vous D'accord. l'entendez pas, c'est problématique. Parce que là, vous le voyez, l'entendez. Non. Bah là on voit un écran gris, ça met plus waiting for connection, ça met juste Rien du tout. si JXKY. Oui, mais c'est Ah oui. c'est juste les identifiants. D'accord. Je sais Ça pas. n'a pas l'air au point, on va peut-être aller ailleurs. Est-ce qu'on ferait pas un Jitsi? Le GT, il faut s'identifier, mais moi, je suis pas d'identifiant. Attends. Ouais, je sais, en fait, alors, juste, Mathias, Mélissa et Tanguy, pour Ouais. que ce soit clair. Donc, nous, on voit Antoine et on l'entend, et Ouais. vous ne l'entendez pas. C'est Et ça. Antoine, c'est pareil, c'est l'inverse. Ah lui il nous voit pas. Voilà. Ah oui, d'accord. Peut-être que si nous on se remet aussi. Essayez de vous reconnecter aussi. Ouais, et on va essayer de Antoine, juste se sur le reconnecter. navigateur. On arrive. Ok. Est-ce qu'on laisse l'écran comme ça? Un peu comme ça. Mais quoi, ouais. C'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que donc là, Antoine s'est déconnecté, il était en train de se reconnecter. Est-ce que vous nous entendez? Nous, c'est bon. Ok. C'est un peu de delay là. Oui mais bon. Ça va, ça va. Oh ça a l'air de. Ah et là par contre on a plus les. Ok. On a plus les visuels. On est plus que deux. Alors, est-ce que vous voyez le chat? Ouais. Bah on Je voit vous plus. propose de changer. Ouais. Je vous propose de changer de service parce que là, on va pas s'en sortir. D'accord. Mais si Jitsi, s'il faut créer un compte, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'on a une autre solution? D'accord. Vous connaissez? Non, je crois pas. Vous connaissez pas vous? Non. Que Zoom. Ouais, Ouais, mais Zoom, mais on va pas c'est- l'utiliser. c'est- Zoom. C'est pas libre. C'est bizarre que ça. Putain, j'espère que c'est mon ordi, c'est mon ordi qui bug. Je pense pas. La wifi de Ouais, à l'école. droite. Là, j'ai rien dans le chat. Et mets dans le chat. En fait, vu qu'on revient d'arriver dans le chat, Moi, je l'ai. Est-ce que côté Art Déco, vous voyez le lien? Non. non. Parce qu'on vient de se reconnecter. Je vous l'envoie par email. Ok, Merci. merci. Non. Ah, ça marchait bien, il y en avait deux, mais. Ouais. Enregistré quand même. C'est intéressant. Ouais. Le truc. Ah, ça fait partie du truc. C'est peut-être parce que c'est sur mon ordi. Vous avez une bonne connexion internet, vous, à l'école? Non. Non. C'est pour ça que je dis faut changer Wi-Fi. Bah là, Non, c'est mais- pas, là, c'est pas sur la Ouais, Wi-Fi, c'est là. pas sur la Wi-Fi, c'est important. Ah, c'est très Là, c'est sur mon téléphone 4G. La Wi-Fi, je suis pas sûr. Moi, c'est très faible, c'est très lent. J'avais envie de me présenter, mais c'était gênant parce qu'ils étaient pas tous là, j'allais attendre.
Alors, il va falloir qu'on crée un compte. Tu te présentes en premier, ensuite on fait comme ça. On dit juste nos prénoms. Oui. On dit qu'on je fais la présentation. Tu fais la présentation. Ok. Enter your name. Et donc là, on a. Parfait. Voilà. Super. C'est bon. On va s'en sortir. Ah oui, On va y si. arriver. On voit tout le monde. Viens en tant qu'on te voit pas. On se rapproche, attends. Etienne, t'as pas ta webcam, mais... Ah, bah pourtant, elle est activée. Mais bon, peu importe. Si on s'entend, c'est le principal. Oui. Après, je vais mettre un peu le son. Alors. Bonjour. 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 Je pense qu'on va commencer par se présenter un peu nous trois et présenter le projet pour lequel on vous contacte. Vous connaissez déjà nos prénoms. Moi, c'est Mathias. Mélissa. Et tant. Et Tang. Et du coup, on vous contacte dans le cadre du projet qu'on mène avec toute notre classe et notre professeur Elsa au petit et Benoît Montigné. Et ça s'appelle One Web Catalogue. Donc l'objectif, c'est un peu d'aller à la rencontre de plusieurs professionnels du web et de faire du coup ce genre d'entretien pour un peu mettre les pieds dans la question du web, qu'on commence un peu depuis cette année, l'année dernière, un peu découvrir ce qui se fait. Et dans un second temps, après ces entretiens, on va réaliser une édition pour regrouper toutes nos interviews et créer une édition commune quoi, avec tous les gens de la classe. Voilà. Exactement. Ok. Alors, du coup, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et présenter le collectif également Qui commence? Du coup, vous souhaitez qu'on se présente aussi individuellement et après de présenter Luz? Oui, ça peut être intéressant. Ouais, si c'est possible. Ok. Je commence. Moi, je suis Antoine Jalobon. Je suis designer graphique, designer typographique et aussi développeur. J'aime, comme beaucoup même quasiment la totalité des gens de Luz, on aime pratiquer avec des sortes de principes de hack, des hacks qui sont plutôt plutôt le hack en référence à la bidouille que plutôt le hack piratage. À côté de ça, j'enseigne dans 2 écoles, à la Cambre. Les 2 écoles à Bruxelles, à la Cambre en art numérique. Il y a Baptiste aussi qui enseigne dans cette option-là, et également à l'ERG dans une option qui s'appelle design numérique. Voilà, du coup. Je reprends la suite alors. Moi, c'est du coup Baptiste. Comme l'a dit Antoine, d'un côté, effectivement, j'enseigne à la Cambre, aussi au sein de l'atelier art numérique. Je donne des cours de logiciels libres, je donne des cours qui font de l'initiation au code et aussi des cours plutôt d'édition. À côté de ça, du coup, je fais partie de Luz depuis le début de Luz, c'est-à-dire on a commencé à travailler ensemble il y a environ 7-8 ans, et puis Luz s'est constitué en 2017. Et donc depuis lors, je travaille avec Luz. Je travaille aussi dans d'autres associations, mais qui n'ont rien à voir avec le design graphique. J'aime bien explorer plein de choses dans ma pratique. Effectivement, je suis, comme l'a dit Antoine, assez dans la bricole et assez dans la bidouille. Et je crois que c'est à peu près ce qui caractérise ce qu'on fait à Luz en partie. Voilà. Et puis du coup à Bruxelles depuis bientôt 8 ans. Voilà. Et moi, c'est Étienne Oseret. J'ai fait les arts déco. Je suis sorti en 2015. Et voilà, je suis aussi designer graphique, aussi développeur et aussi enseignant à l'ESAB à Rennes.
voilà, après, la définition d'Antoine et Baptiste me convient aussi. Hacker, bidouilleur, curieux des choses numériques et aussi de leurs implications et de leurs impacts sociaux, environnementaux, politiques. Mais là, en fait, quand on commence à se décrire comme ça, on commence à décrire Luz aussi, puisque Luz, c'est un ensemble de personnes dont vous voyez la moitié ici. L'autre moitié étant Natalia Pajot, Romain Marula et j'allais dire Baptiste Sosi, mais il est là, pardon, et Léonard Mabille. Et voilà, Luz, c'est un collectif qui est constitué en association, dont le siège est à Bruxelles. Notre but est de pas de faire du design graphique, c'est quand même le plus important, mais d'avoir une réflexion, une approche vis-à-vis de nos outils, mais aussi des systèmes de publication, de chercher des méthodes peut-être alternatives et de bidouiller, en fait. Je pense que c'est surtout ça, mais de bidouiller quand même dans un contexte en grande partie commandité, c'est-à-dire que on profite de projets pour bidouiller, mes comparses me compléteront. Oui, dans le cadre de Luz, on est amené à travailler effectivement dans des travaux commandités, mais pas que. On a des axes de recherche qui cadrent un peu l'ensemble de Luz. On a des manières de travailler qui font qu'on essaye et qu'on tend à ne jamais travailler seul aussi. Donc c'était une volonté aussi de travailler en collectif. Et aussi d'avoir une démarche, même dans nos travaux commandités, qui tend à travailler le plus possible avec plutôt que pour, et d'inclure les personnes à qui nous commanditent que ce soit des sites, des typographies, des éditions, de trouver des économies de travail qui nous permettent des écosystèmes de travail plutôt, qui nous permettent de travailler dans les mêmes espaces, par exemple, d'imposer ça peut-être, ou d'imposer en tout cas, de le discuter en amont, de sorte à ce que les personnes qui travaillent, avec qui on collabore, en fait, est aussi partie prenante dans le processus de création. Et comprennent un peu les enjeux des outils qu'on utilise et des bricoles qu'on fait par ailleurs dans nos coins. Mais du coup, Luz intervient aussi beaucoup dans des écoles, dans le cadre d'écoles d'art principalement, mais dans le cadre de workshops. On a aussi, donc, comme je disais, trois grands axes de recherche au sein de Luz, et qui peuvent donner lieu aussi à notamment actuellement des financements qui permettent de poursuivre cette recherche. Je ne sais pas si Antoine, tu sais en dire un mot peut-être, tu veux prendre la suite. Oui, du coup, en fait, c'est toujours, quand on parle là d'axes de recherche, c'est toujours apprendre aussi d'une certaine manière, alors nous, on appelle ça recherche, mais c'est des points d'attention plutôt. C'est pas de la recherche dite scientifique, ou même je pense qu'on s'éloigne même du terme de recherche en design ou recherche par le design. Là c'est vraiment des points d'attention et qu'on essaye comme ça au fur et à mesure d'ajouter des briques, ou en tout cas c'est des points d'attention qui doivent être présents dans nos projets. Alors pas les trois à chaque fois, pas les trois axes à chaque fois, mais en tout cas qu'il y en ait au moins une. Et à ces axes, du coup, il y a un premier point d'attention qui est la critique de la technologie. Du coup, en fait, c'est d'essayer en tout cas d'être vigilante et vigilant en fait sur ce qu'on est en train de faire via les technologies, et également de pouvoir avoir en tant que designer de pouvoir apporter une critique sur les évolutions des technologies. Ça c'est une qui est l'une des principales, et qui est même, je pense, au fondement de Luz, autour de cette question du logiciel libre et de cette question de s'impliquer en fait techniquement aussi dans ce qu'on produit. Il y a ça, il y a un autre axe de recherche qui est les systèmes d'archives, en fait, de se poser des questions sur
sur les manières dont on peut archiver du contenu. Alors là, ça va pouvoir être assez large, mais aussi se dire comment, en tant que designer, comment on peut favoriser la diffusion de savoir, soit dans un lieu, soit dans un collectif, etc. Et ça, c'est un peu... c'est qu'on a, par exemple, on a construit un book scanner en étant en résidence dans un musée, et on a pu faire un book scanner qui est, alors je sais pas si vous voyez, en fait, c'est une machine qui sert à scanner rapidement les livres sans devoir abîmer le livre, quoi. Ouais, on l'a vu sur votre site, la machine. Et d'autres choses, d'autres préoccupations qui est aussi dans cette chose d'archives, les formes d'archives, c'est aussi la curation de données, c'est-à-dire c'est un terme qui est très lié au web, qui est comment on peut construire un propos sans forcément être directement l'autrice ou l'auteur de contenu, mais juste dans des moyens de les mettre en relation. Ça peut créer comme ça des discussions, ça peut créer un nouveau propos. Et il y a une troisième axe de recherche qui est les systèmes d'écriture. Alors là, entre les trois axes, il y a quand même de la porosité c'est pas des choses qui sont des blocs super rigides. Et là, en fait, ça va être assez large également, mais c'est de s'interroger au système d'écriture, c'est-à-dire de comment on va écrire des choses, c'est-à-dire de dire quel outil va servir à comment alimenter telle publication, etc. Et ça vient juste d'une pensée qu'on a, c'est se dire lorsqu'on écrit au stylo ou lorsqu'on écrit avec une machine, finalement le rendu textuel, le texte ne sera pas le même, quoi. Et dire qu'il y a une importance dans ces outils. Alors ça peut être des outils de prise de notes, mais ça peut être aussi des choses qui soient plus avancées. Et dans les systèmes d'écriture, on prend aussi différentes échelles des systèmes d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a ces choses-là pour pouvoir écrire du contenu, mais il y a aussi les formes de l'écriture. Et là, ça va toucher vraiment les formes typographiques des différentes choses. Et sous une pensée aussi de se dire comment créer des formes typographiques ou des outils typographiques qui soient le plus démocratiques possible, entre guillemets, mais qui soient qui soient facilement réappropriables, et que ces formes d'écriture, c'est pas juste un souci des designers graphiques, mais c'est un souci aussi bien de ma grand-mère qu'en 2 mois, quoi. Voilà, c'est une belle fin pour conclure la présentation de Luz. Ouais. Une super présentation. Et donc du coup, pour revenir sur ce goût que vous avez, notamment, du coup, majoritairement aussi pour le web, le hack web, tout ce qui est du bidouillage, etc., on a pu voir du coup que vous élaboriez des outils dédiés pour la grande majorité aussi de vos projets donc chez Luz. Et du coup, est-ce que vous pourriez revenir sur la fabrication, la genèse de l'outil de posters réalisés pour le workshop Fig Festival, par exemple, parce qu'on aimerait en savoir un peu plus à propos de cet outil. Ça remonte à un certain temps. Il faut nous aussi qu'on arrive à se rappeler de cette genèse, mais d'autant que, en fait, je pense qu'il y a un premier point intéressant là-dedans, c'est que dans la production d'outils dédiés ou sur mesure, je ne sais pas comment on doit les appeler, on pratique beaucoup la réutilisation de nos propres outils. C'est-à-dire que dans l'économie, dans la logique du logiciel libre, l'idée c'est souvent donc d'utiliser, ou en tout cas de puiser dans un savoir commun, de pouvoir prendre des formes ou des outils et de les adapter à nos pratiques, chose que l'on fait
régulièrement. Mais même au sein même de l'US, il n'est pas rare qu'un outil qui a commencé à être développé dans un contexte puisse être utilisé dans un autre contexte, quitte à le modifier un petit peu, quitte à ce qu'il prenne une autre direction. C'est un peu, je crois qu'à un moment on parlait de la question de l'auto-fork. Donc dans le logiciel libre, on appelle ça du fork. Et nous, on a un peu ce truc de s'auto-forker et d'essayer aussi évidemment de proposer ça tant bien que mal au reste des communautés de designers graphiques. Et donc dans le cadre du festival, vous m'arrêtez si je me trompe, mais... Est-ce que je peux juste compléter une chose? Vas-y, je t'en prie. Oui, en fait, dans cette chose de utilisation, en fait, c'est juste entre nous, on aime bien s'inventer certains termes ou certaines choses, mais c'est nous, voilà, c'est on réutilise des outils, alors soit d'autres personnes, soit nos propres outils qu'on remodifie. Et ça, en fait, c'est qu'il y a juste une notion qu'on aime bien se dire, c'est qu'on est auteur-relais. En fait, du coup, c'est se dire dans cette continuité en fait de réutilisation de choses où on part pas de rien, mais on part de choses qui existent, qui nous entourent. C'est se dire qu'on n'est pas rien en fait là-dedans. C'est qu'on agit en fait sur cette technique-là, et au lieu de se dire qu'on est autrice-auteur, tout simplement, on aime bien de se dire qu'on est auteur-relais, c'est-à-dire que on va prendre des choses et qu'on va redistribuer aussi après notre passage. Voilà. Juste une petite parenthèse. Oui, et pour compléter ce que tu viens de compléter, attention parce qu'on a tendance à digresser beaucoup, n'hésitez pas à nous redriver. Non, mais c'est intéressant. En fait, c'est aussi un peu contre cette idée un peu romantique de l'auteur, de l'art-auteur ou du graphiste-auteur qui sort toutes ses idées de sa tête parce que c'est un génie ou une génie. Nous, on aime avoir conscience de ça et de se dire que de toute manière, on est tout le temps, on puise tout le temps dans un savoir, mais on préfère encore plus le mettre en avant. Et donc Fig, ça aussi Baptiste a quelque chose à compléter. Non, vous avez tout dit là, c'est bon. Et donc concernant Fig, alors dans l'historique, c'était un outil qu'on avait mis en place, je crois, avec toi Antoine, dans le cadre d'un workshop au 75, une école à Bruxelles, où c'était vraiment là, pour le coup, c'était les balbutiements de l'US. L'US n'existait même pas sous cette forme-là à ce moment-là. Et on avait donc cherché un outil qui permettait d'être à plusieurs, d'être autant de personnes que l'on veut, mais de mettre en page le même document, tous ensemble. Ce qui n'est pas possible. Antoine aimerait prendre la parole. Levez la main. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas forcément facilement envisageable avec des outils comme InDesign. Et donc le web nous a paru intéressant pour ça, puisque le HTML et CSS sont donc les deux langages un peu principaux du web. Ce sont des langages qui sont très interopérables, puisque ça n'est que du texte. Et donc on s'est dit, si on associe ça à des pads, donc c'est-à-dire des outils d'écriture collaborative en ligne, on va pouvoir être ensemble pour éditer le même document, donc a priori une page web, mais en utilisant des technologies web to print, donc de pouvoir imprimer à partir de technologies web. On va pouvoir faire de la mise en page, en fait, finalement, à 4, 6, 8, 12 mains, et ensuite voir surtout ce que ça donne, parce que dans le cadre de Fig, c'était quand même un joyeux bordel. Ouais. Vas-y, Antoine. Ouais, non, et même en fait, c'est pour juste revenir sur la genèse de même cet outil. En fait, c'est toi, Étienne, tu le situes à partir du workshop du 75, mais en fait, moi, je le situerais même bien en avant. Avec Poisson Évêque, avec une publication qu'on a fait où tout le contenu était rempli par des artistes via des pads et qui après en fait avec juste le langage web a été imprimé.
Mais c'est vrai que ce que dit Étienne, c'est juste aussi, on pourrait le respirer encore plus loin si on parle de votre année d'Erasmus à l'ERG et que vous utilisiez un pad pour pouvoir dessiner une affiche. Alors là, ça n'utilisait pas des langages web, mais si je ne me trompe pas, mais simplement ça exploitait le pad comme outil d'écriture et de mise en forme tout à la fois. Tout à fait. La vraie genèse, elle est en 2013. Ouais, oh là là. 10 ans. Mais là, c'était beaucoup plus sommaire. C'était en fait une affiche dessinée en ASCII, donc avec simplement des caractères typographiques. Mais c'était une expérience très rigolote. Ouais. Mais du coup, après, peut-être un mot sur Fig et peut-être sur... moi, j'y étais pas, donc je parle sans y avoir été. Mais comme tu dis, c'était plus un workshop assez expérimental dans le fait de se dire on va pas aboutir forcément à une forme. Enfin, je sais plus combien de personnes ont participé à cette affiche, mais c'est que Une quinzaine. Ouais. En simultané. Ouais. Et elle avait c'est sur l'affiche sur votre site, on voit, c'est un GIF, vous voyez, qui défile. C'était l'affiche en elle-même, elle était animée comme ça, ou c'était juste, après vous l'avez imprimée et elle avait En fait, l'affiche avait... Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Ou elle avait juste une seule forme, une fois imprimée. En fait, l'affiche a eu une forme finale qui était en fait la somme de tout ce qui a pu se passer durant la journée. Je crois que c'était sur une journée entière. Ouais. Mais en fait, si on la présente de cette manière-là, c'est qu'on trouve le processus plus intéressant que la finalité. Là, dans ce contexte-là, en tout cas, c'est pas forcément le cas. Hein. Et donc de voir toutes ces évolutions en fait de cette affiche. En fait, ça retrace, ça documente et ça retrace une journée ou deux, je me rappelle plus, mais peu importe, de travail en commun. Et donc et surtout ça, comment je pourrais dire, en fait ça revendique l'outil d'une certaine manière. Et c'est ça qu'on trouvait intéressant de la présenter de cette manière-là. Oui, Antoine. Oui, et c'est aussi, en fait, ça fait partie aussi de notre culture qui est liée avec le logiciel libre et dont, dans les logiques de programmation, et notamment plus particulièrement dans le logiciel libre et dans le logiciel open source, c'est cette notion de commit, en fait, de versionning. C'est-à-dire qu'on peut comprendre la genèse, enfin, on peut comprendre un projet, en tout cas, ça vient d'une pensée. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est de comprendre le versionning comme un moyen d'inspecter, en fait, le travail, en fait, de quelqu'un, de pouvoir inspecter, en tout cas, avoir accès à la genèse, en fait, d'un projet. C'était tout ce que je voulais rajouter. Et je ne sais pas si le terme de versionning vous est très familier. Non, justement, j'allais demander. Vas-y. En fait, le versionning, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des sites de forge qui comme GitLab ou GitHub. Le plus connu, c'est GitHub, où même il y a des gens qui mettent de la typographie également dessus, etc. C'est de pouvoir... comment je vais pouvoir dire ça simplement de pouvoir enregistrer plusieurs étapes dans le travail, et auquel il y a un moment T, j'enregistre, voilà, je publie en fait cette version-là, et ensuite, lorsque je vais retravailler, je vais republier ça, et n'importe qui va pouvoir revenir sur des versions précédentes, en fait, de pouvoir dire. C'est une vision du développement, alors là, de logiciels, mais en fait, on pourrait le mettre sur vraiment tout, sur toute chose qu'on construit. Et c'est au lieu de se dire que un objet est fini et qu'il y a vraiment une finalité, et à un moment, hop, il est publié, on publie au fur et à mesure de son évolution.
Je sais pas si j'ai bien dit. Faut un peu s'imaginer un arbre généalogique avec des branches qui peuvent prendre des directions différentes et puis voilà, d'à partir d'un ancêtre commun, partir sur des familles différentes. C'est un peu le voilà, pouvoir redémarrer à une génération et pouvoir l'emmener peut-être une typographie à un instant T, l'amener ailleurs, puis transformer cette grotesque en fracture et puis sur l'autre branche la transformer en monospace. Enfin, je sais pas, voilà. Et comment elle s'appelle cette plateforme? Alors en fait, à la base, c'est un logiciel. Antoine, Étienne, je crois qu'on. À la base, c'est un logiciel. Ah. Toujours pas. Si, c'est bon. Ouais. Allô. Oui, c'est bon. On entend. Si, là, on t'entend. Oui. Ouais. Ok. Je disais à la base, un logiciel qui s'appelle Git, G-I-T, et qu'on peut utiliser grâce à certaines plateformes, dont GitLab et GitHub. Il en existe d'autres encore, hein, mais c'est le système en fait que l'on trouve intéressant plus qu'une plateforme en particulier. Oui, oui. Et pour compléter, ce que nous on trouve aussi très intéressant, c'est un peu ce qu'a Antoine à un moment, c'est la question de la publication le plus rapidement possible, c'est-à-dire de publier, de proposer son travail et son projet même dès sa genèse et pas d'attendre que tout soit terminé, bien fait, bien mis en forme, etc. Et donc, ce qui permet d'avoir déjà une vue sur le déroulement du projet, aussi d'avoir une possibilité de contribution et de même de se dire, moi j'ai dessiné une fonte, mais j'ai pas encore fait les accents, c'est pas grave, je la publie. Et puis quelqu'un pourra la récupérer, pourra commencer à l'utiliser ainsi, et s'il a besoin des accents, il rajoute les accents, et ensuite il la republie lui-même. Et voilà, c'est le cercle vertueux un peu du système. C'est que ça fait aussi un peu référence après peut-être. C'est que ça fait aussi référence à une manière de concevoir des objets. Nous, alors, on se met clairement dans une philosophie de travail qui s'appelle le bazar. En gros, il y a un texte qui est assez connu dans le milieu du logiciel libre et de l'open source, et ça s'appelle la cathédrale ou le bazar. En fait, c'est deux façons de voir un projet. C'est soit on a déjà tous les plans en tête avant d'entamer la construction du projet, où on sait où on va exactement, on sait par quelle étape on va passer, etc. Donc ça, c'est une pensée de la cathédrale. Et il y a la pensée du bazar, c'est qu'on fait des choses même si on ne sait pas où forcément on va comment aller, mais c'est juste de construire au fur et à mesure. Et voilà. Et Git, en fait, c'est aussi de pouvoir faire ça à plusieurs, et avec peut-être des gens qu'on connaît même pas, enfin qu'on connaît pas directement. Voilà pour le versionning. Très bien. Super. Oh, c'est bien, c'est inspirant de voir Ouais. d'autres manières de. C'est vrai qu'à l'école, on est souvent. Oui, c'est On doit souvent avoir le résultat, l'idée, Ouais, les c'est débuts. ça. Je sais ça. pas, des fois je me sens peut-être un peu restreint. Mais par exemple, pour montrer aussi un peu pourquoi est-ce qu'on s'inscrit là-dedans, dans l'US par exemple, et dans la plupart de studios qui font classiquement des sites web, en fait, d'ordinaire, on fait des maquettes préalables et puis qui sont faites sur des logiciels adéquats, type Figma ou des choses comme ça. Ce qu'on fait pas du tout à l'US. L'US, on considère que nos langages web sont des outils au même titre que d'autres. Ça pourrait être Photoshop ou Illustrator. Nous, on les utilise comme des outils de design et donc du coup, on part en général directement avec ces outils-là pour créer nos propres maquettes et partir un peu sur la création directement d'un travail web. Oui, c'est que les langages web, entre autres, ou même le code en fait plus largement, ce sont des outils de dessin et ce sont des outils de design. Et du coup, là-dedans, on se dit qu'il y a une importance, même le fait de composer et de réfléchir vraiment avec les langages qui sont à l'essence des objets qu'on fait. Ça va agir en fait sur les formes, ça va agir sur l'esthétique, ça va agir sur nos manières de penser à la lecture, etc. D'accord. Et sinon, pour revenir un peu sur la création d'outils, vous avez parlé de Web2Print tout à l'heure avec le FIC Festival. Est-ce que vous avez utilisé la même
le même outil pour le workshop déviation. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Sur le site, on a vu c'était pas de to print. On connaissait pas trop et ça nous intéressait de savoir comment ça fonctionnait. Parce qu'en plus, on va devoir réaliser une édition, nous, à plusieurs, avec les gens de la classe, quelque chose de collaboratif. Donc on se dit peut-être que c'était un outil dont on pouvait, qu'on pouvait un peu s'accaparer ou utiliser. Tout à fait. Faut voir dans quel état est cet outil parce que on a la fâcheuse habitude de justement le côté bazar fait que parfois c'est pas forcément facile à se réapproprier. Alors ça a sauté un tout petit peu quand tu parlais, donc je sais tu parles parce que j'ai entendu parler de déviation. Ouais. Et ensuite tu as switché sur le fait d'utiliser un de nos outils Web to Print, c'est ça? Ouais, mais parce que enfin, peut-être si je me trompe, mais j'avais l'impression que sur le site, on avait vu que vous avez utilisé ce fameux outil Pad to Print pour ce workshop et réaliser une édition à plusieurs avec. Ouais. Et on voulait savoir un peu comment ça fonctionnait, comment ça fonctionnait en place. Effectivement, c'est un outil qui est très proche, voire c'est à peu près le même, je pense, que pour le FIC Festival, à la différence. Non, j'exagère. À la différence que celui-ci fonctionne pour l'édition, donc c'est-à-dire du page à page, plusieurs pages, du multipage et non pas une simple affiche comme avec le Festival FIG. Et donc, mais le principe est relativement le même. Et donc, effectivement, si vous voyez sur le site, il y a une capture d'écran de l'interface. Qui est toute l'interface se situe dans un navigateur avec une visualisation des doubles pages sur la gauche, une partie HTML et une partie CSS et avec quelques petits mots-clés spécifiques qui permettent de par exemple changer de page, de passer à la page suivante, ce genre de choses. C'est tout à fait réappropriable si vous le souhaitez. Il suffit simplement justement d'aller sur GitLab. Ouais. Et d'aller voir le GitLab de Luz où vous trouverez beaucoup de choses. Effectivement, l'outil s'appelle Pad to Print, mais je ne sais pas dans quel état il est. Et est-ce que l'outil il est vraiment sur le Git de Luz ou il est sur l'atelier Beck? C'est une bonne question. Je vois le lien sur la page, c'est marqué GitLab Atelier Beck. En tout cas, la version utilisée pour déviation est sur le Git de Luz. Il y a une version ici. Je ne pourrais pas dire, mais à la limite, peut-être que si vous voulez un petit peu fouiller de ce côté-là, vous pouvez nous envoyer un mail et on peut vous diriger un minimum. Ouais. D'accord, okay, super, merci. Parce que dans l'idée, c'est tout le monde peut, sur son ordinateur, agir sur l'édition finale qui va être imprimée. Tout à fait. J'avais pas un chargeur. Attendez. Excusez-moi. Des travaux chez moi, donc ça fait un peu de bruit, mais du coup je crois. J'ai pas ça, moi. Attendez, on va juste. Excusez-nous, on a plus de. T'as pas un chargeur? Un chargeur d'ordinateur? Ouais. Que ça. J'ai quoi? Moi j'ai pas. Mais il marche pas avec celui-là? Bon, attendez. Je vais chercher en haut. Ça vous dérange de juste poser la prochaine question? Je cours. Sinon ça va tout sauter. Oui. Désolé. Excusez-nous. Pas de problème. Tu me tires plutôt aussi, moi j'arrive. Ah ok, bon bah, fais une petite pause.
pendant qu'on fait une pause, moi j'ai une question. Super. Oui. Comment vous comptez, est-ce que là vous enregistrez ou comment vous comptez Oui, situer tout ça? oui, c'est ça, on enregistre à côté. Ok. Ça va être long de faire la retranscription, Oui. c'est toujours Oui, laborieux. C'est vrai, mais bon. C'est très intéressant en tout cas. Il est où, Tom ? Il est parti, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Ah bah, Ça fait une petite pause comme ça. ouais. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, peut-être quoi. Je vais mettre. Ou sinon, on se met juste comme ça. On se décale. C'est bon. Mais C'est très bien. bon. Ah, désolé. T'as posé cette Pas question ? de problème. Alors. Bon, je reprends un peu sur notre. Ah, il y a Antoine qui est parti. Non, mais tu peux reprendre. C'est bon. Bon, je vais changer un peu de thème. Parce qu'on a vu sur avec votre travail que vous avez fait beaucoup de projets avec la Villa Noailles. On voulait savoir si vous pouvez un peu revenir sur le contexte de cette collaboration et sur son évolution. Et est-ce que vous êtes encore en contact avec eux, si vous travaillez avec eux ou pas? Parce qu'on a vu que ça datait de 2017, 2018, 2019. Ouais. Moi, je peux en toucher un gros, puis peut-être les autres compléteront. Vas-y. On a été contacté par la Villa Noailles. En fait, c'est pour ainsi dire un des premiers projets qui a fait que l'US s'est constitué en groupe de travail ensemble en 2014. Oui, non, bien sûr. En fait, on a été contacté par quelqu'un qui collaborait avec la Villa Noailles et la Villa Noailles cherchait des nouvelles personnes pour faire leur identité visuelle. Ça a été une collaboration qui a duré un peu plus d'un an et demi, un an et un quart, je ne sais pas exactement dire précisément. En tout cas, une saison, ça c'est clair. C'était la première fois évidemment qu'on travaillait avec, peut-être pas la première fois d'ailleurs, non, je sais plus, mais en tout cas qu'on avait une commande d'une institution semi-publique, en tout cas pour ce qui est de la Villa Noailles. Effectivement, ça nous a donné l'occasion de travailler. En ce moment-là, on était 5 dans l'US, pas de bêtises. Et de pouvoir aussi des projets qu'on avait moins l'habitude de faire, ou en tout cas moins d'opportunités de le faire sur des projets plus de l'ordre de l'imprimé, et qui nous ont permis pas mal d'expérimenter, notamment du web to print, et de mettre en place justement des outils pour alimenter des contenus comme des catalogues, des affiches et toute une somme monstrueuse d'objets qui entourent la communication d'un lieu comme celui-ci. Voilà, il y a une année assez, pour ainsi dire, dense, qui a été quasiment dévolue entièrement à la Villa Noailles, car ça occupait un temps phénoménal, qui a aussi été un des éléments qui nous ont fait prendre des collaboration avec eux aussi. Il y a pas mal d'objets, il y en a beaucoup qui ont été compatibles. Je ne sais pas si vous m'entendez ou ça fait des grésillements. Mais... Ouais. Mon micro n'est pas incroyable, mais peut-être ça donne l'occasion à Étienne de prendre le relais ou Antoine. Non, oui, je pense que effectivement ça a été en fait comment dire. Ça nous a permis en fait d'expérimenter des méthodes de travail et de mettre en place des outils, de réfléchir aussi à des questions formelles de comment peut-on en fait faire série ou faire un ensemble sans être dans une logique d'identité visuelle traditionnelle entre guillemets. Et pour ça a été génial. Effectivement, comme dit Baptiste, c'était un petit peu trop chronophage pour nous, pardon. Et donc, il a été, on a décidé d'arrêter cette aventure au bout d'une grosse année. Ça t'a surtout montré comment on voulait pas travailler en fait, aussi, pour le dire simplement. Oui, en termes de rythme, oui. Antoine, t'avais la main. Ouais.
Oui, il y avait, je répète un peu ce que vous avez dit, mais peut-être avec une chose supplémentaire. Oui, il y avait un peu une sorte de, aussi une sorte enfin, là, on a pu vraiment expérimenter aussi pas mal de choses, en fait, de faire avoir le temps de faire ça, le temps de croiser en fait tous ces outils-là pour faire des objets imprimés, mais aussi web. Mais après, je crois qu'il y a, en fait, dans cette expérience, voilà, qui a été pour plein d'aspects bonne, puis d'autres un peu plus compliquées. Je pense qu'il y a une chose que je crois qu'on ne souhaite plus en fait aujourd'hui, c'est on avait une assez grande liberté en fait dans ce qu'on faisait et qui était limite de la carte blanche. Et en fait, nous maintenant, enfin, vous me dites Baptiste et Étienne si vous n'êtes pas d'accord, mais en fait, on trouve que la carte blanche c'est souvent un piège. En fait, la carte blanche c'est juste de pas faire l'effort de parler, et c'est pas faire l'effort de travailler ensemble avec les personnes avec qui comment on travaille. Du coup, là, il y avait peut-être une notion qui était assez cool où on pouvait faire plein de choses, mais il y avait un rapport où on travaillait pas avec les gens, quoi. Et du coup, voilà, nous, on a plutôt, à part cette expérience-là aussi, maintenant un peu fui ce qui est la carte blanche, qui est souvent, malheureusement, juste le fait de ne pas vouloir parler ensemble, quoi. Avec les personnes avec qui on est censé travailler, quoi. En fait, c'est pas tant de ne pas... Enfin, je pense que la question n'est pas que de ne pas vouloir, parce que sur le papier, tout le monde a envie de discuter. La question est plutôt de quelles sont les méthodes de travail et quelle est l'urgence, en fait, qui est définie. Et en fait, il y avait ici une telle urgence ça a annihilé, en fait, la possibilité de conversation. Bon, il y a d'autres choses qui rentraient en compte, mais je pense que ça, c'est une des choses qui était importante. Et je pense que nous, l'urgence, elle a été intéressante pour nous pendant un temps, parce qu'elle pousse à produire et à créer des choses avec une certaine urgence, justement. Et donc parfois il y a la spontanéité qui se dégage et qui peut être très chouette, mais l'urgence, elle est aussi épuisante, et c'est pas ce qui nous intéresse. Et quand on fait 3 nuits blanches d'affilée, je pense que c'est pas un contexte sain pour produire des choses. Voilà. Donc, pendant un an, non. Ouais, non, on tient pas la distance. Donc c'était un sprint, la Villanoaille. Mais c'était super, hein, c'était vraiment super, on n'est pas du tout... Je pense aussi que ça nous a... Enfin, la distance fait aussi que cette urgence s'est accentuée, et qui fait aussi qu'aujourd'hui, alors même si maintenant, Étienne, tu es à Rennes et que ça a engagé d'autres choses, mais là, on était à la Villanoaille à taille hier, donc c'est dans le sud de la France, on était à distance, et il y a une façon de communiquer qui est d'autant plus injonctive par certains procédés d'écriture par mail, et où on se comprend pas, on passe à côté d'informations, et qui rend aussi, nous, on a envie de travailler avec des personnes qu'on peut rencontrer, avec qui on peut être aussi proche, même facilement. Alors, ok, on a le télétravail, mais ça résout pas tout. Et voilà, donc du coup, depuis, on n'a pas tellement retravaillé avec en tout cas, on a retravaillé avec des institutions publiques, mais pas dans des contextes d'une saison entière ou de ce genre de dispositif. Ouais. Je le dis très mal, pardon. J'avais une question aussi par rapport... Vous avez dit que vous aimez beaucoup... vous préférez la discussion et collaborer avec les gens avec qui vous travaillez. J'aimerais savoir comment ça s'organise dans votre studio, si tous les projets, vous les faites ensemble. Et du coup, si c'est pas trop compliqué de travailler à distance à chaque fois, quelqu'un à Rennes, d'autres à Hier, l'autre à Bruxelles. On ne travaille jamais seul, ce qui ne veut pas dire qu'on travaille toujours ensemble, tous ensemble et tout ensemble. On est toujours au moins 2 sur un projet de l'USE. On essaye en tout cas de faire en sorte, on a des réunions hebdomadaires dans l'atelier qui font qu'on essaye de partager au plus ce qu'on fait, ce qui se passe dans l'atelier. On a des canaux de discussion, de conversation où on peut partager des choses. On a des outils, dans notre site, vous avez vu des sous-domaines comme les bookmarks qui nous permettent de mettre des liens, de screenshots qui nous permettent d'ajouter
des captures d'écran, de bugs ou de choses comme ça. Enfin, c'est autant de choses qui peuvent peut-être nourrir en tout cas un écosystème pour voilà, même si on n'est pas toujours ensemble, même si on n'est pas. Alors le fait qu'il y a un membre de l'US qui soit pas plus à Bruxelles, c'est très récent. On verra comment ça se passe, mais en général, on arrive à. Ça n'empêche on essaye de parler le plus possible, parce que ça évite de mal se comprendre tout simplement. Et après, dans ce qui est de la relation avec les personnes avec qui on est amené à collaborer, en fait, ça passe par des réunions, beaucoup de temps d'échange, et puis aussi des temps de travail en commun. Et on insiste vraiment pour que, dans la mesure du possible, on ait des temps qui se passent ensemble à l'atelier de travail. On travaille dans la même pièce. Je prends un exemple récent pour la Fédération des Récupératech, on a fait un site qui s'appelle Récupédia, où en fait on a été amené à travailler avec Olivier Milis qui coordonne un peu toute la Fédération des Récupératech. Il est venu en fait dans notre atelier pendant plusieurs sessions, plusieurs jours, pour pouvoir mettre en place un peu l'architecture du site, pour pouvoir alimenter en même temps que nous on avançait sur le développement du site. Et en fait, ça amène aussi des choses qui nous permettent, un peu en réponse, de s'intégrer aussi dans la pratique des autres. C'est-à-dire que nous, après, on a été invités à la réunion des Récupératech annuelles, où on a donné un petit atelier. Et puis, ça marche aussi dans d'autres contextes. Enfin, là, au Centre vidéo de Bruxelles aussi, on a vraiment travaillé avec. Ça passe souvent par une personne qui prend un peu ce rôle dans les personnes pour qui on travaille, avec qui on travaille, parce qu'en fait, on peut pas être avec tout le monde, c'est sûr, mais par exemple, sur le centre du vidéo Bruxelles, ils sont peut-être une quinzaine, et il y a une personne qui a pris ce rôle un peu de médiation et qui a pris le temps de venir travailler avec nous, de venir dans notre atelier, et avec qui s'est noué une vraie relation de complicité, je peux dire ça comme ça, en tout cas dans le travail, et à tel point qu'on a eu la proposition d'intégrer le comité éditorial pour la saison suivante. Enfin, voilà, donc ça peut aussi donner des choses où en fait on découvre un peu les rôles des uns, des unes et des autres. Et voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses, les autres. C'est ce qui fait. J'allais sortir des grands mots, mais c'est un peu ce qui fait la beauté la beauté du design graphique, du design de manière générale, c'est qu'il y a un inter-échange en fait entre les commanditaires et les designers, et qu'on soit aussi, qu'on soit nourri autant qu'on peut nourrir nos commanditaires, quoi. Et ça, c'est très chouette. Et après, pour ce qui est de l'organisation interne, oui, c'est ça, en fait, c'est 2 ou 3 sur un projet. Et en faisant en sorte, effectivement, que par les réunions hebdomadaires, que tout le monde ait un regard sur tous les projets et son mot à dire, quoi. Pas que chacun travaille dans son coin. D'accord. Merci. Et donc, du coup, si on revient un peu sur la notion d'archive qui semble être un axe assez important quand même dans le collectif, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre résidence au Fab Lab d'Imal et également au Book Scanner dont vous avez parlé au tout début? Alors, ouais, on peut. Non, on peut pas. Du coup, en fait, voilà, on a été pendant plusieurs mois en résidence au Fab Lab de l'Imal. Donc, l'Imal, c'est un centre culturel qui est spécialisé autour de l'art et du numérique. Du coup, voilà, avec qui aussi, même essentiellement, en fait, sa base, c'est de pouvoir exposer en fait des œuvres dites numériques ou des œuvres qui interrogent le numérique et nos environnements techniques. Et là, nous, et du coup, ils ont une partie qui est la partie du Fab Lab qui sert, entre autres, mais pas que, aux artistes lorsqu'ils viennent travailler pour une expo ou autre. Du coup, nous, on a, c'est qu'on a, en termes de mois ou de temps, je ne saurais pas vous dire combien de temps ça a duré la résidence, mais plusieurs mois. Ouais, ça s'est étalé entre 4 et 6 mois, je pense. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on y allait, mais pas tout le temps. Mais
Mais voilà, il y avait au sein de l'US une petite équipe qui un peu prenait ça en charge d'une manière un peu plus investie. Du coup, ce qui a donné lieu au tout domaine archivisme, qui est un peu tout ce qui s'est fait en parallèle durant cette résidence. Et là, en fait, c'était d'abord principalement de se créer un book scanner. Alors là, vous pouvez voir. Alors, je sais pas si vous avez pu voir le lien. Du coup, là, il y a on a essayé alors de se baser sur des plans existants de book scanner. C'est qu'il y a en fait des plans en libre. Du coup, quand je parle de plans, c'est vraiment même les fichiers pour pouvoir imprimer en 3D certaines pièces, etc. Voilà. Mais seulement, nous, on a quand même remodifié à partir de ces plans-là pour pouvoir l'adapter. Alors là, c'était plus Léo qui était sur cette partie-là, mais qui était de pouvoir adapter à nos besoins ces plans-là. Et en fait, en parallèle, c'est qu'on voulait aussi développer plusieurs petites choses. Il y avait, alors on s'est inspiré de certaines logiques aussi de bases de données, parce que en fait le but était de construire le book scanner, mais également tout un système de bases de données pour pouvoir faire du partage de publications, livres. Et du coup, en parallèle, il y a eu différentes choses, différents programmes qu'on a pu mettre en place, des choses qui ont plus ou moins fonctionné, mais en tout cas, l'expérience a été celle-ci. Il y avait une constitution de base de données, de dire on va essayer de créer un système de base de données qu'on va pouvoir comme ça multiplier selon des besoins, alors soit des besoins dans certains lieux, soit dans des écoles, etc. Et de pouvoir faire une base de données qui soit relativement simple pour faire en sorte que le maximum de personnes puissent l'adapter et se poser aussi des questions de design de ces archives. Du coup, se dire comment rendre ça le plus accessible possible. Ça, c'était l'un des projets parallèles au book scanner. Il y avait aussi un logiciel de traitement d'images. Si vous allez là sur le site Book Scanner Luz, il y a, je crois que c'est traitement qui s'appelle Scan Nickel, qui est justement tout un programme pour pouvoir recalculer l'espace de la page pour pouvoir un peu cleaner en fait ce qu'on scanne, enfin ce qu'on scanne, et jusqu'à aller là à la récupération avec les systèmes OCR. Du coup, je sais pas si vous voyez le système OCR. Non, je sais pas ce que c'est. C'est en fait c'est de la reconnaissance de caractères. En fait, c'est lorsque les machines puissent reconnaître sur une image les caractères sans que les caractères soient vraiment là. Voilà, c'est du coup c'est. D'accord. Et puis on a fait toute une sorte de chaîne comme ça du traitement de la page jusqu'à l'extraction du contenu en texte. Il y avait ça et il y avait Piscan qui était se dire mais ça c'est des choses qu'on avait repris je crois d'autres projets qui étaient aussi l'interface où on voit directement les choses qu'on est en train de scanner. Mais ça je crois que ça n'était pas nous qui avons fait ça, on a repris d'un principe qui s'appelle Après, ce qu'il faut retenir en tout cas de cette résidence, c'est que ça a donné lieu à une restitution au terme de ces 4 à 6 mois de résidence, et que c'était une version 1. Le book scanner en soi, il a été cassé le jour de la présentation, et c'était un prototype. Aujourd'hui, il est à perfectionner, il a réamélioré, et ça rejoint aussi des champs de recherche qui animent aussi l'US, mais aussi d'autres personnes qui travaillent avec l'US, notamment sur un
voilà, un projet Léonard, qui a beaucoup travaillé sur ce book scanner aussi, a poursuivi, et plus largement sur la constitution de communs, et du coup de la question des bibliothèques pirates, et donc d'aller à la rencontre aussi de collectifs ou de lieux qui vont avoir comme ça des dispositifs de bibliothèques hors système de classification, avec d'autres systèmes de classification, avec d'autres méthodes de partage et d'alimentation. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours, voilà aussi. Peut-être juste pour finir, en fait, du coup, il y avait aussi juste l'envie de se dire que qu'on peut diffuser en fait ces livres-là en numérique du coup via des systèmes low-tech aussi, c'est-à-dire de pouvoir avoir juste un Raspberry Pi. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce sont des petits ordinateurs qui sont vraiment pas chers et qui sont juste des cartes mères assez petites, et ça en fait de dire qu'on va pouvoir créer comme ça des bibliothèques pirates qu'on va pouvoir mettre dans des lieux et qui ne soient pas forcément reliés sur internet, mais qu'on va pouvoir se connecter dessus et puis partager des documents. En fait, il y avait toute une réflexion aussi, et il y a toujours toute une réflexion derrière tout ça qui est liée donc au piratage et donc au droit d'auteur, à la circulation des savoirs, à la circulation des savoir-faire, de questionner même la légalité ou non de ce qu'on a fait, de ce qu'on a souhaité faire. Et donc, comme disait Baptiste, là, ça donne lieu à une poursuite de projet qui va démarrer. Qui a démarré là, qui va occuper une partie de l'USE et d'autres membres non membres de l'USE mais satellites pendant au moins une bonne année. 2 ans. 2 ans, pardon. Ça s'appelle les nouveaux habits du colporteur, et il y aura de la documentation à un moment ou à un autre. D'accord. Et ce que vous scannez avec votre book scanner, c'est des choses que vous avez faites ou des livres un peu... C'est justement la grande question c'est ce qu'on souhaite soulever en fabriquant ou en essayant de fabriquer ce type d'objet. C'est que certes ça peut nous servir à scanner les objets que nous-mêmes on a fait, mais nous ce qui nous intéresse c'est plutôt de constituer des savoirs communs ou des bases de données de savoir en fonction des contextes, par exemple dans le cadre d'une école ou dans le cadre d'un lieu autogéré, d'un collectif militant écologique ou que sais-je, de trouver des dispositifs de mise en commun de savoir. Donc, pas tant nos travaux, mais plutôt des livres de savoir en tout genre. D'accord. Et j'aimerais rebondir un peu sur... T'en as parlé, Antoine, un peu sur le low-tech. On sait que la question d'écologie, elle est hyper centrale en ce moment, aussi dans l'école. On parle beaucoup de pollution numérique, voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer plus en détail votre positionnement là-dessus? Aussi, on a vu le projet nofutur.net, où là, vous avez vraiment essayé de, je vais peut-être dire des bêtises, mais de sensibiliser là-dessus et de créer un site low-tech, justement. Un peu, voilà. Ouais. Je peux peut-être répondre à une partie. Après, je pense qu'Étienne est maintenant, aujourd'hui, bien à fond dedans, sur des trucs super, un peu plus précises sur le numérique et l'écologie. Moi, j'ai souvent, alors que je l'utilise, mais je m'interroge sur la notion de utiliser le low, en fait, dans le low tech. En fait, il y a un truc de high tech et low tech, et de dire
est-ce que c'est du moins, est-ce que c'est du voilà. En bref, c'est comme lorsque on parle de domaine public, on dit que les gens tombent dans le domaine public, mais on pourrait dire aussi qu'ils peuvent s'élever au domaine public, quoi. Non, voilà, non, du coup, c'est plutôt des points d'attention qu'on a, se dire, même en fait, le low-tech peut aussi venir de est-ce qu'on fait ou pas une chose, quoi. Est-ce que de construire une chose, ça vaut vraiment la peine, quoi. Du coup, en fait, le premier acte de low-tech, ça peut être juste dire, on refuse de faire ce projet parce qu'il a soit pas de sens, soit parce qu'il va prendre trop d'énergie ou il est trop coûteux en termes de coûts humains, dans le travail que de coûts même financiers, quoi. Du coup, ça, c'est peut-être la première pensée de low-tech, c'est peut-être de se dire qu'on n'est pas obligé de faire les choses, quoi. Et puis après, lorsque on se dit qu'il y a une utilité à faire une chose, c'est de se positionner et se dire quels moyens techniques on va mettre en place pour pouvoir déjà faire l'objet en question, mais également de se poser la question qu'est-ce que c'est dans un environnement plus global que juste l'objet, quoi. C'est-à-dire est-ce que ça vaut la peine d'utiliser tel langage qui vont utiliser telle énergie sur tel serveur. On veut dire, est-ce que la place de la vidéo, en fait, c'est important. Est-ce que juste de mettre du son, ça serait pas suffisant. Voilà, c'est d'essayer d'aller un peu crescendo, en fait, dans se dire et parfois, il y a des projets où il faut que ce soit high-tech, où il faut qu'il y ait tel langage pour pouvoir accomplir ça. Et là, c'est à nous de dealer avec ça. Est-ce que on est d'accord là de faire des choses plus énergivores? Est-ce que ça en vaut la peine, etc. Et puis voilà, c'est qu'on est beaucoup dans des réflexions là je peux peut-être parler plus technique, de sites statiques, en fait de revenir un peu à une origine du web qui viendrait qui ne viendrait pas constamment activer des bases de données et se dire que parfois les pages peuvent être plus statiques. C'est-à-dire, le contenu se trouve vraiment dans le code HTML et ça peut suffire. Et du coup, nous, la plupart des sites qu'on fait depuis peut-être 2-3 ans, on privilégie en tout cas cette méthode-là parce que la plupart des sites n'ont pas forcément besoin d'être alimentés 6 fois par jour. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des choses de commentaires sur les articles, etc. Mais je vous laisse Étienne et Baptiste prendre le relais. Non, mais tu as déjà dit pas mal de choses. Je pense que effectivement le point primordial, c'est ce que tu as dit au début, c'est la question des besoins réels versus les besoins fantasmés, et de se dire que finalement dans beaucoup de cas il n'est pas nécessaire d'avoir telle ou telle fonctionnalité ou tel effet, etc., et que de revenir à l'essentiel, ou en tout cas d'estimer correctement ses besoins, c'est déjà une approche qui est intéressante. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que en fait il y a une certaine, en fait, l'USE ne se positionne pas directement en tant que concepteur de sites web low-tech, éco-conçus, etc. Mais l'USE, dans son approche de base, avant qu'on ait même conscientisé ça, a une approche en fait finalement un peu low-tech, dans le sens où on aime T'as perdu Étienne. Les systèmes par-dessus, hein. C'est pas tant la question, mais il y a une idée de la réduction de forme qu'on a évoquée plusieurs fois, qui est de se dire qu'en fait, si on a la forme ou le système le plus épuré possible, après, on peut pouvoir l'emmener dans plein de directions différentes, et c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Et en fait, le fait aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus réduit, low-tech, modeste, je sais pas comment le dire, c'est qu'il y a
le code en soi, je veux dire, de faire du design avec du texte, c'est déjà très low-tech d'une certaine manière. Et je pense que c'est ce qui nous intéresse, entre autres, dans ces questions-là. Ensuite, évidemment qu'il y a les questions environnementales, et évidemment qu'il est important de prendre soin et de faire attention à ne pas concevoir des usines à gaz. Mais c'est vrai que c'est pas, en tout cas dans notre approche première, même si évidemment on est très sensible à ça. Et il y a peut-être, en fait, plus largement, Étienne a fait une conférence il n'y a pas si longtemps à Rennes, qui est filmée. Oui. Mais là, ça parle vraiment du low-tech, même peut-être plus général. Enfin, même si à la fin tu parles du design et du design graphique. Oui, en tout cas, c'est plutôt les questions environnementales et et numériques, dans un contexte d'école d'art, en fait. Donc, ça parle de design graphique, mais ça parle de design aussi, etc. Mais je peux vous mettre le lien dans le chat si vous voulez jeter un œil. C'est où le chat ? Ah, c'est là. Merci. Moi, je vais devoir partir 17h, je vous dis. Ouais. Non, on va être sur la fin, mais moi, en tout cas, je trouve que c'était hyper intéressant déjà en tant qu'étudiant, futur designer graphique, de savoir ce qui se fait. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop... Enfin, moi, je connaissais pas trop le low-tech, on va un peu sur les plateformes InDesign, Photoshop, les trucs, on nous guide dessus, mais... Enfin, ouais, plus le low-tech, le logiciel libre, c'est des choses... qui peut nous intéresser, je trouve, même en tant que simple utilisateur du web, juste de savoir que ça existe. Ouais. Et du coup, oui, allez-y. Il y a peut-être juste une parenthèse, je sais pas si vous connaissez Low-Tech Magazine. Comment ? Ah non. Ça, je vous envoie aussi dans le... et puis maintenant, en fait, c'est qu'il y a... c'est des articles qui sont méga intéressants sur le low-tech. D'accord. Ah, super. Merci. Et qui en fait, il y a même... du coup, il y a les low-tech... du coup, ils prennent sur sur 3 gros chapitres, en gros, 3 lignes directrices pour écrire des articles. Il y a les solutions low-tech, il y a les problèmes du high-tech et il y a l'obsolescence programmée des technologies. Du coup, c'est un peu sur ces 3 axes qui basent leurs écrits. Et puis là, ils sont en train de tout traduire en français. Du coup, ça peut être aussi intéressant. Et juste, le site est fait avec un panneau solaire chez la personne qui maintient le site. D'accord. En fait, Le serveur est alimenté, quoi. Comment ? Tu dis le site est fait, mais le serveur est alimenté par... Oui, pardon. Oui. En fait, il est alimenté, oui. Et du coup, s'il y a des jours sans soleil, il n'y a plus de site. Et en fait, il y a aussi un truc assez beau en fait, là-dedans. Ça serait possible qu'il n'y ait plus de site par moment, quoi. Mais ça arrive parfois. Oui, ça arrive, je crois. On voit d'ailleurs le pourcentage de charge sur le site. Mais en fait, c'est peut-être juste pour finir sur cette question du low-tech, parce qu'il y a un truc qu'on a peut-être oublié d'évoquer et qui est intéressante, et qu'on voit très bien d'ailleurs avec l'esthétique, la forme du low-tech magazine, c'est qu'en fait, formellement, c'est intéressant à travailler, c'est-à-dire de faire ça demande en fait de l'astuce et de la réflexion de comment faire des formes qui soient pertinentes, qui soient expérimentales, qui soient intéressantes, avec une palette de moyens plus limitée. Et ça demande une certaine astuce qui est en fait assez proche de la culture du hacker que nous on chérit tant, de se dire que si mon site il doit pas faire plus de 1 méga, et faut que je trouve des astuces pour que quand même il y ait une forme qui soit pertinente et qu'il y ait une expérience esthétique qui soit créée, et qui en plus est en dehors souvent des expériences esthétiques qu'on voit la plupart du temps sur le web, qui est devenu une sorte de grand centre commercial où la question écologique est rarement mise sur le devant, et qui crée une sorte d'esthétique en fait qui est liée au capitalisme, tout simplement. D'accord. Et vous auriez d'autres références à propos de ces sujets à nous conseiller
Oui. qui pourrait être Bah, intéressant. sur designer éthique, peut-être avoir des. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Je peux vous mettre le lien ici. Ça serait cool. Il y a même en fait des collectifs de designers qui se basent vraiment sur ces questions-là. En fait, D'accord. du coup, nous, on est en relation avec d'autres designers qui s'appellent Jeudi Matin, qui sont sur Bruxelles D'accord. et qui font des sites web et qui se basent sur ça. Mais en France, il y a le plus gros. En fait, c'est un mélange de designers, de philosophes et je sais plus quel autre rôle il y a dans leur équipe, mais c'est ancien collectif BAM qui s'appelle maintenant Practicable. Oui. Ça, je vais citer. Et qui eux sont vraiment à fond que sur ça, quoi. D'accord. Et il y a Antoine, il est plus en ligne, le site de design numérique situé. Il faut que je le remette en ligne. Ah ok. En attendant, je mets un autre lien parce que c'était plein de ressources autour de ça, ça aurait été intéressant. Je pense que peut-être le Zotero est accessible en public. Oui, c'est aussi, on est en train de faire justement avec ce collectif Jeudi Matin une sorte de ressource autour du low-tech, quoi. Enfin, pas que du low-tech, mais qui questionne le numérique sur, ça va des questions écologiques, mais aussi de l'inclusion aussi dans le numérique, où ça peut parler des prises de décision, des prises de pouvoir, etc. dans le numérique. Et ça, il faut juste que je le remette en ligne. C'est qu'il a bugué. Je peux envoyer le lien du Zotero en attendant. Oui, tu peux. J'en ai envoyé un autre qui est un ensemble de liens que j'ai utilisé pour préparer ma conférence, mais celui de designer éthique est encore plus complet. Et pratique. Ouais, c'est compris. Ouais, peut-être copier ces liens parce que je sais plus dans quelle mesure j'utilise les conserves si on quitte la Non, place. vous les garder encore. Ok. J'ai fait une capture d'écran, les liens. Mais j'ai pas accès en fait aux Zotero. Ok, mais c'est une liste qui n'est pas publique pour l'instant. Mais ça, je pourrais vous renvoyer. Ok, super. C'est gentil. Hop. Et je vous envoie le site de collectif, qui est l'ancien collectif BAM, qui s'appelle Practicable. Je l'avais mis déjà juste au-dessus. Ah oui, tu l'as mis, ok, d'accord. Comme ça, vous l'avez déjà fait. Ouais. Vous en perdez un. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, juste une petite question pour finir. Pourquoi Lose? Pourquoi ce nom? Ah, yes. Ouais. Lose est une contraction de loser et de user. Ah, Et c'est un terme qui a été utilisé dans l'informatique pour désigner des gens qui essayent d'utiliser des ordinateurs sans trop bien savoir s'en servir. Et on trouvait que ça nous plaisait plutôt bien. ok, d'accord. Oui, il y a un truc comme ça dans le jargon hacker. L'user, c'est souvent des personnes qui posent des questions un peu bêtes. Et puis nous, c'est des bons. Oh. Ah, peut-être que c'est Il y a une limite de temps. Voilà. On a été déconnectés, c'est bon. Oui. C'est parti d'un coup. Et puis là, c'est juste que ça représente aussi pour nous un peu de revendiquer à certains moments un peu un lâcher prise en fait sur se dire ok, on fait des choses avec nos ordinateurs, mais parfois on sait pas ce qu'on fait, quoi. Et parfois Oui, et ça, je pense que c'est important de dire que vraiment l'use, on n'est pas des développeurs, on n'est pas notre métier, notre formation, c'est le design graphique. On veut en avoir une approche par le hack, par la bidouille, et donc le code fait partie des outils qui permettent de faire ça. Mais demain, peut-être qu'on fera de la menuiserie, peu importe. C'est la question est plus dans l'attitude entre guillemets plutôt que dans les outils qu'on utilise. Mais c'est important de dire voilà, on n'est pas développeur et on est des mauvais développeurs, mais c'est pas grave.
D'accord. Comme nous. On commence tout juste à faire du... Bon, ça fait quelques mois qu'on fait du HTML, CSS et tout, du coup, c'est encore un peu nouveau et c'est intéressant de... Oui. Ouais. Au début, c'est toujours un peu rugueux, hein, mais... Ouais. Bah ouais. Mais on s'en sort plutôt pas mal, hein. Ça va. Non, bon, je vais pas me lancer des fleurs, on verra. Parce que dans la deuxième partie de l'année, on va rester en groupe et on va devoir créer une espèce, après l'édition, une plateforme interactive du coup qui va un peu reprendre les choses qu'on a évoquées lors de cette discussion, de cette interview, des points qu'on a... Enfin, on sait pas trop encore, faut qu'on voit avec les profs qui nous expliquent plus que ce qu'on va faire. Oui. Mais ouais, on va devoir se coller à ça Ouais. dès décembre, janvier. Donc, N'hésitez pas à revenir vers nous et même à nous faire relire des choses si vous Ouais. s'il y a des choses D'accord. qu'on peut lire ou Cool. voilà, qu'on peut préciser à l'écrit peut-être. ouais. Et aussi, je crois que on aura peut-être besoin d'images et je crois que c'est Étienne qui m'avait dit qu'on pouvait vous contacter pour avoir de meilleures qualités d'images pour une édition qui restera dans le sein de la classe, quoi. Ce sera pas distribué, ce sera juste... Bon, après, nous, ça ne nous pose pas de problème. Oui, j'ai bien compris. La notion de Voilà. partage. Mais on serait content de voir le résultat, de voir à Ouais. quoi ça peut ressembler, en tout cas. Ouais. Bah, on va N'hésitez vous pas à montrer. nous Ouais. le montrer. Oui, Il va oui. falloir qu'on se mette d'accord, du coup, avec nous 13 Ouais. dans la classe. Oh, bah, Ça, La ça va être, forme, ouais. les projets collectifs, va falloir qu'on s'y colle nous aussi. Et même pour la deuxième partie de l'année, nos plateformes interactives, je crois qu'il y aura une journée de rendu qui va s'effectuer peut-être à l'école ou ailleurs. Enfin, je sais qu'il y avait ça l'année dernière, vu qu'ils avaient déjà organisé ce projet. Ah oui, Et il y on avait, invite tout le monde. Et ils avaient invité du coup les professionnels à venir, Ouais. donc peut-être que Enfin, vous êtes un peu loin, mais bon. si vous avez l'occasion de passer sur Paris C'est à ce ça. moment-là, on vous invitera Ouais. avec plaisir. avec plaisir, oui. C'est noté, merci. Bah, de Il y a rien. pas de quoi. Merci à vous Merci. pour votre Merci à temps. vous. Bon courage. Merci. Et Bon bon courage. Oui, ça marche. Bonne soirée. Au revoir. Au À revoir. bientôt. À bientôt. À bientôt. Hop, attends. Ça. C'est bon. Il s'endort. Toi, tu l'as vu? Non, T'as pas vu? Moi, tu t'entends le truc. Je ça vais s'est faire- coupé moi, à 1h15. Non, moi, c'est bon. Oh, purée. Ça encore. C'est bon. Ah, t'as vu? Bah oui, on te voit dans les coins. Des fois, le nombre de... À chaque fois, je faisais ça pour me gratter la tête. Ah, tu me caches pour moi? Ouais, je faisais Tu ça. t'endormais? Mais il s'endormait vraiment. Genre, sa tête, elle faisait... Non, mais. Ils sont hyper sympas, Oui, ils sont hyper trop gentils. Ah oui, oui, ils sont super cool. Il Non, va mais falloir du coup, qu'on du coup, tant que genre... Parce que moi, je l'ai remarqué, donc j'avais peur qu'il le remarque aussi. Des fois, je me mettais comme ça. Je grattais ma tête et tout, mais je crois qu'il... J'envoie je sais pas directement si- le truc sur le groupe, comme ça, par quel moyen Ouais. je perds mon téléphone, j'oublie mon téléphone. Ouais. Euh, Ouais, il fait 1h16. oui, Nous, c'est c'est la 1h15. moyenne.